Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour La Tranche Info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10 qui prendra un peu des allures d'édition spéciale puisqu'on parlera beaucoup de l'arrivée de Fiona qui va un peu déstabiliser votre organisation du week-end a priori. En deuxième partie, le jeudi anthropologie avec notre expert des humanités classiques africaines Yusere Kalala Omotunde. On reviendra en début d'émission sur la polémique autour de La Petite Sirène. Vous savez que le nouvel opus de Walt Disney a choisi une afro-descendante pour incarner La Petite Sirène. Ça fait beaucoup parler, ça fait plaisir aux afros, mais ça fait beaucoup parler aussi. Donc ce sera en deuxième partie dans le Focus jeudi anthropologie. Mais pour l'instant, place au JT. Bonsoir à toutes et à tous. Notez que nous sommes en vigilance orange pour forte pluie, orage et vagues subversion. La tempête tropicale Fiona est en approche et devrait commencer à nous impacter dès demain matin avec des averses orageuses de forte intensité mais passagères. Des pluies diluviennes sont attendues en fin d'après-midi, début de soirée. Le risque d'inondation est très élevé, surtout dans la région pointoise. Vous le savez, visiblement, Fiona semble un peu taquine puisqu'elle se renforce en ce moment et change sa trajectoire. Elle devait passer en théorie plus au nord de l'archipel. Finalement, elle adopte une trajectoire plus au sud et devrait nous impacter de plein fouet, d'où le passage en vigilance orange. Et pour en parler avec moi ce soir, nous sommes en direct téléphonique avec le préfet de région Alexandre Rochat. Bonsoir monsieur Rochat. Bonsoir monsieur. Alors on a vu l'évolution un peu de Fiona. Qu'en sera-t-il demain pour l'organisation des écoles, des administrations publiques ? Alors concrètement, nous venons de passer en vigilance orange du fait de fortes pluies qui sont attendues notamment un peu cette nuit et demain matin. Et on a une prévision de la part de Météo France qui nous annonce une arrivée de pluie encore plus intense demain en fin d'après-midi. Et potentiellement un passage en vigilance rouge, mais ça on confirmera demain matin. En revanche, pour éviter de retrouver trop de personnes sur les routes alors qu'on déclencherait une vigilance rouge, j'ai demandé avec le rectorat et avec la région et le département et les communes de ne pas ouvrir les écoles demain après-midi. Donc les écoles seront fermées demain matin après les cours et il n'y aura pas cours demain après-midi de manière justement à ce que les enfants puissent être chez eux et rentrer chez eux au moment où la vigilance rouge viendrait se déclencher. D'aucuns pourraient vous demander pourquoi ne pas faire preuve de plus de prudence et tout simplement annuler les cours de la journée de vendredi. Tout simplement parce que demain matin, on n'est pas en vigilance rouge. Il y a quelques pluies qui sont attendues et Météo France considère que nous pouvons avoir une activité qui permet d'aller à l'école demain matin, comme à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy d'ailleurs. On a constaté que des compagnies comme l'Express des îles s'apprêtaient justement à arrêter les rotations. Qu'en sera-t-il justement pour le transport maritime et aérien ? Alors pour l'instant, il n'y a pas de restriction d'un point de vue aérien, mais un point sera fait demain matin en fonction de l'évolution de la météo. Et effectivement, s'agissant des liaisons entre Pointe-à-Pitre et Marie-Galante, il y a une compagnie, l'Express des îles, qui a signalé que du fait de la forte houle, elle n'assurerait pas les dessertes. L'autre compagnie, pour l'instant, n'a pas prévu de supprimer ces dessertes. Donc tout sera décidé finalement demain matin ? Non, les écoles seront fermées de toute façon, à compter de demain en fin d'après-midi. Et pour les autres, il y aura des évolutions demain matin et on fera un point météo demain matin. Et pour les administrations ? Pour les administrations, elles appliqueront également les mêmes consignes que pour les écoles. Est-ce que tous les services sont prêts au vu d'éventuelles inondations ? Pardon, j'ai pas entendu votre question. Est-ce que tous vos services sont prêts au vu d'éventuelles inondations ? On sait que ça risque fortement d'arriver. Eh bien, oui, comme à chaque épisode pluvieux, les services, et notamment les services de pompiers, sont en alerte et prêts à intervenir. Et les autres services sont également, évidemment, sur le pied, prêts à intervenir. Un petit mot pour la Guadeloupe, monsieur le préfet ? Simplement de bien écouter les consignes météo qui seront données à partir de ce soir et assez régulièrement pour que chacun puisse appliquer et chacun se trouve en sécurité si jamais on avait des épisodes qui étaient importants.
Merci beaucoup Alexandre Rochat, je le rappelle, préfet de la région Guadeloupe. Merci encore. Merci. Nous sommes donc en vigilance orange pour fortes pluies et orages. Le phénomène nous impactera à partir de demain matin. On fait le point avec Météo France. Alors la tempête Fiona est actuellement à environ 700 km de la Guadeloupe. Elle se déplace en environ une vitesse d'une vingtaine de km/h avec une trajectoire plutôt ouest. Donc ce qui est important, ce qu'il faut retenir pour la Guadeloupe, c'est que déjà en termes de vent, on ne s'attend pas à avoir des vents de force tempête tropicale forte. C'est-à-dire, on n'aura pas des vents moyens qui atteindront les 90 km/h. Donc, ça explique aussi pourquoi nous ne sommes pas en vigilance cyclone. Donc, pour la Guadeloupe, on s'attend à des vents moyens plutôt entre 40-50 km/h. Et par contre, bien sûr, des rafales qui sont possibles sous les orages entre 60 et 80 km/h. Voilà. Donc, pour le vent, on n'attend pas des vents de force tempête tropicale forte. Ensuite, ce qui est prévu, c'est qu'on ait une dégradation de l'état de mer. Donc la mer va se creuser, notamment dans toutes les côtes qui sont exposées à l'est, les côtes atlantiques, du côté du Moule, Petit Canal, Saint-François, Anse-Bertrand, mais également la côte est de Marie-Galante, la Désirade. Donc on aura une première dégradation de ce côté-là avec des creux de l'ordre de 3 mètres à 3,50 mètres. Et puis samedi, ça va toucher un peu plus la côte Caraïbe et le nord Basse-Terre quand on va avoir un changement de direction au niveau de la mer. Donc voilà pour le vent et la mer. Et ce qui est très important à retenir pour l'ensemble de l'archipel, ce sont les fortes précipitations. On a des prévisions qui montrent que la Guadeloupe a un risque de très fortes pluies, notamment à partir de vendredi après-midi. Donc on s'attend à avoir un épisode pluvieux durable et qui pourra entraîner localement des inondations. C'est un risque. Et donc, il faudra être très, très, très vigilant à partir de vendredi midi pour l'ensemble de l'archipel. Pour les pluies, toute la Guadeloupe est concernée. On a des pluies qui devraient concerner vraiment toutes les îles de Guadeloupe. Pour la mer, comme je le disais, surtout au début, les côtes qui sont exposées sur la façade est. Et puis samedi, côte Caraïbe et Nord Basse-Terre. Voilà, les Saintes également. Donc, les zones qui seront un peu plus protégées, en fait, sont le sud de la Grande Terre et puis la côte au vent de la Basse-Terre qui seront un peu plus protégées. Alors, pour le moment, très incertain. Donc, on est encore en tempête tropicale faible. Il était prévu qu'on ait quand même un petit renforcement, mais il n'est pas encore acté à ce jour. Donc, c'est possible qu'on ait une tempête tropicale forte, ce qui ne changera pas quand même les prévisions pour la Guadeloupe, où nous n'attendons pas des vents de force tempête tropicale forte. Voilà, nous, on restera quand même dans la zone où les vents sont les moins importants. Concernant Saint-Martin et Saint-Barth, donc là aussi, eux, ils auront plus de vent, évidemment, puisqu'ils seront dans la partie plus nord. Également de la pluie, donc pour les vents, eux non plus, ils auront des vents un peu plus forts, mais on ne s'attend pas à avoir des vents moyens de 90 km/h. Donc ça explique aussi pourquoi ils ne sont pas en vigilance cyclone. Et côté pluie, on s'attend à un événement pluvieux plutôt samedi, nuit de vendredi à samedi et samedi matin. Et enfin, pour la mer, ils auront une mer vraiment très dégradée, avec des creux qui peuvent atteindre jusqu'à 4 mètres du côté du nord de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. La conduite à tenir, c'est que déjà se tenir au courant des mesures qui sont prises par la préfecture. Tous nos bulletins sont accompagnés de conseils de comportement pour les vigilances. Et évidemment, demain après-midi, si les fortes pluies se confirment, il faut limiter ces déplacements au maximum. Des informations qui évoluent au fil du temps, puisque je vous l'ai annoncé, effectivement, la tempête tropicale Fiona semble se renforcer. En tout cas, c'était le cas ces dernières heures, et sa trajectoire plus au sud fait qu'elle nous impactera vraiment de plein fouet. Le centre du phénomène devrait passer au-dessus de Pointe-à-Pitre, donc les conditions risquent d'être un peu plus dégradé que ce qui est annoncé. Et le passage de Fiona va donc générer une forte houle de 3 mètres à 3,50 mètres. Et au vu de la météo, l'Express des îles a donc décidé de déprogrammer ses rotations, au moins celles de samedi. Regardez. Alors demain, toutes nos rotations sont annulées. Donc tout ce qui est ligne internationale,
c'est-à-dire tout ce qui est Martinique, Dominique et Sainte-Lucie, et Marie-Galante. Toutes nos rotations sont annulées. Reprise des rotations le samedi, si météo le permet, dès 6 heures du matin au départ de Marie-Galante. Nos passagers sur la ligne internationale seront transférés systématiquement sur nos départs de dimanche 10 heures du matin. Ensuite, à la forte houle annoncée, donc l'Express des îles a préféré annuler toutes ses rotations à destination de nos îles. Un mauvais temps qui devrait perdurer samedi dans la journée et on devrait avoir un retour à la normale d'ici dimanche matin si tout se passe bien. La bonne nouvelle, c'est que Fiona pourrait opérer quand même un nettoyage des sargasses qui débarquent en masse cette année. La préfecture fait le point sur les échouages et les dispositifs mis en place pour la collecte pour éviter de gréver les budgets des communes qui opèrent les ramassages. 80% des factures sont désormais prises en charge par l'État. Des solutions d'urgence comme cette dernière décennie, mais reste à établir un plan d'action sur le long terme. Les collectivités majeures et la préfecture entendent créer un syndicat mixte pour gérer les littoraux et l'installation de barrages, par exemple, qu'on attend depuis un moment d'ailleurs. Le reportage. L'arrivée des sargasses est massive cette année particulièrement et surtout on n'a pas de saison. Alors là peut-être que celles qui sont prévues d'arriver vont peut-être subir quelques conséquences de la dépression tropicale qui est en train d'arriver sur nous pour ce week-end. Mais les dispositifs en fait ils reposent beaucoup sur les communes puisque c'est avec elles qu'on travaille, ce sont elles qui sont chargées de l'enlèvement et de la mise en place de barrages quand c'est possible pour les sargasses. Et comme le ministre l'a indiqué au courant du mois d'août, l'État a décidé de prendre en charge jusqu'à 80% cette fois du remboursement des factures des communes quand elles prennent des prestataires privés pour enlever les sargasses sur leur territoire. Et puis d'une autre façon aussi, on peut aider les communes qui le font en régie, puisqu'on a décidé de mettre en place un fonds d'amorçage pour leur permettre de pouvoir avoir de l'argent et des liquidités pour pouvoir le faire. Donc, vous voyez, on vient en appui. Et ça, c'est vraiment la réponse d'urgence. Notre rôle, avec la région d'ailleurs et avec le département, c'est de travailler à la structuration pour qu'on ne travaille plus seulement dans l'urgence et on travaille dans le long terme. Il y a déjà beaucoup d'études qui ont été faites, il y a beaucoup d'expérimentations qui ont été faites, et notamment dans le bassin Caraïbe, et on veut avancer beaucoup sur ce sujet, sur 2 axes. Le premier axe, c'est de regrouper l'ensemble des forces présentes dans un service public de lutte contre les sargasses, avec la région et le département, autour d'un instrument qui pourrait être un GIP, donc un regroupement qui nous permettra d'alimenter financièrement un outil qui sera le syndicat mixte qui va être mis en place, un syndicat mixte qui va gérer les littoraux à partir du CIPS actuel et qui pourra travailler au profit des communes et au profit des endroits où il y a des endroits à ramasser. Mais ils pourront aussi travailler à l'installation des barrages. C'est une des solutions pour l'avenir, c'est d'installer des barrages. Il y a quelques projets qui existent, notamment à Capesterre de Marie-Galante, sur lesquels il y a des études qui sont en cours. Il y a des études qui sont en cours à Petit-Bourg aussi. On m'a parlé hier d'une étude potentielle aux Saintes. Donc voilà, c'est aussi la solution, c'est de mettre en place des barrages. Mais de mettre en place des barrages, il faut faire attention. C'est la solution évidemment pour les plages. Mais les études, elles sont nécessaires premièrement pour que les barrages tiennent. Quand on a de la forte houle, je pense à Capesterre de Marie-Galante qui est en front de houle. Et aussi parce que faire partir les sargasses, c'est bien, mais il ne faut pas qu'elles repartent juste sur la plage d'à côté. Donc il faut aussi qu'on étudie ce sujet. Donc c'est pour ça que c'est un peu complexe à mettre en place. On a beaucoup amélioré déjà notre capacité à pouvoir le prévoir. D'ailleurs, si vous me parlez des sargasses aujourd'hui, c'est parce qu'on est capable à une semaine près de savoir à peu près le moment et le volume de sargasses qui sont en train de se rassembler et qui arrivent sur les côtes. C'est extrêmement compliqué, c'est d'aller les chercher au large. Donc l'important, c'est plutôt de les concentrer pour ensuite les chercher dans l'eau. Puisqu'on a un sujet qui est extrêmement important, c'est qu'une fois qu'elles sont sur les plages, elles deviennent toxiques et quand on les retire, on retire aussi du sable. Et donc on est en train de détériorer très fortement les plages sur lesquelles elles sont. Donc il faut absolument qu'on trouve une solution de mettre en place des barrages ou de la récupération, non pas en pleine mer, mais en mer pas très loin du littoral. C'est ça la solution. Et en attendant des solutions, vous l'avez constaté sur la dernière image, nous perdons de plus en plus de plages. Et nous avons profité de la présence du préfet pour le questionner sur la fameuse baisse de 20 centimes d'euros sur le carburant qui n'a pas été appliquée ici. Dans un courrier, l'UTPP-UGTG s'insurge contre les déclarations faites dans la presse sur le fait que la non-application de la remise soit due à des concertations qui n'ont pas abouti. L'UTPP-UGTG affirme n'avoir jamais été consulté ni invité à une quelconque entrevue ou négociation sur cette question. Il constate que les profitants se sont mis d'accord entre eux et dénonce un chantage à l'emploi fait par le patronat dans le but de préserver les marges des compagnies pétrolières. Une version avec laquelle Alexandre Rochat n'est pas tout à fait d'accord. Il parle plus d'une scission qui aurait eu lieu entre les différentes formations syndicales. On l'écoute.
Je suis assez étonné parce qu'en fait, on a invité pour faire de la concertation avec Total Énergie sur ce sujet et l'ensemble des acteurs. On avait invité aussi les représentants des pompistes, des gens salariés des stations-service. Et c'était l'UTPP, UGTG qui avait été invité et on a eu des gens qui ont été présents. Je crois comprendre qu'ensuite, il y a eu une scission au sein de ces représentants syndicaux, mais moi je n'en suis pas responsable et donc c'est plutôt à l'UGTG de voir comment est-ce qu'elle peut revenir maintenant à la table de toutes ces concertations avec des représentants qui sont vraiment représentants des pompistes. Les municipalités se préparent à adopter une politique de l'habitat qui pourrait offrir l'accession au logement pour les natifs guadeloupéens. Pour cela, il faut une vision globale du territoire en pensant à toutes les problématiques auxquelles nous faisons face, comme par exemple l'approvisionnement des foyers en eau. Il faudra aussi penser à l'adaptation pour les personnes âgées de leur logement. L'économie bleue devrait pas mal se passer, hein. Et il pense aussi à l'évolution de la législation en matière d'aménagement afin qu'elle colle plus à la réalité de l'île. On fait le point. Quand on parle logement, d'ailleurs, tout de suite dans un coin de la tête, on pense à location. Comment devient-on propriétaire davantage dans son pays? Comment devient-on globalement propriétaire de son pays si ne pas passer par une politique de l'habitat qui le permet? Donc, cette question-là est fondamentale, la question de la territorialisation. Sur cet aspect-là, il y a un autre aspect maintenant, c'est comment adapter toutes les mesures gouvernementales que nous avons faites, qui sont en place, et les mesures locales que nous mettons en place, pour mieux maîtriser l'équilibre en termes d'aménagement du territoire par rapport au logement. Comment pouvons-nous poser la question du logement en posant d'autres questions qui sont corollaires à la question du logement? La question de la mobilité. L'équilibre du territoire va avec la question de la mobilité. Mais il n'y a pas que la question de la mobilité. Est-ce que vous irez habiter dans un territoire où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'assainissement? La question de l'eau, la question de l'assainissement. Voilà toutes ces politiques-là que nous devons penser, mettre en place pour régler le problème du logement, mais avec une vision globale du territoire. Concrètement, ce qui va changer, c'est qu'on va revoir complètement le modèle économique de la politique du logement social en Guadeloupe et de l'habitat, pas que pour le logement social, mais de l'habitat, puisque nous allons devoir nous adapter à cette population vieillissante. Nous sommes des seniors en devenir, et donc pour cela, je l'ai dit tout à l'heure, il faut rester dans un cadre plutôt du quart d'heure, comme on l'a dit, où la personne âgée pourra avoir à côté, à proximité, la pharmacie, l'église, le docteur, bref, tous les services et toutes les prestations à proximité. Il faut revoir la structure et revoir aussi l'adaptation des logements à ces personnes. Donc il y a toute une nouvelle politique à revoir pour notre territoire, qui est vieillissant. Il va falloir que nous puissions travailler tous ensemble pour coordonner nos actions. Et là, c'est vrai que ce genre de travaux que nous sommes en train de faire déjà au niveau local ici, mais qui va se faire également le 26 au Sénat avec l'ensemble des Outre-mer, à travers les compétences de la CCDOM, eh bien, on aura à travailler pour tenter en tout cas de mettre en conformité la situation des communes. Parce que certains maires se retrouvent en contradiction par rapport à la législation en vigueur, tout simplement parce qu'ils n'ont pas la capacité de faire par rapport à leur territoire. Entre les difficultés par rapport à des zones inondables, on le voit de plus en plus, il y a vraiment de grosses contraintes aujourd'hui et nous devons nous mettre tous ensemble pour travailler afin de pouvoir à la fois répondre aux besoins de la population en termes de logement social, travailler mieux de façon efficiente avec les bailleurs, mais aussi travailler par rapport à la législation également, donc ça c'est le rôle des parlementaires, pour que nous puissions mettre en conformité la réalité du territoire et la législation. Et on enchaîne avec le congrès des cadres territoriaux de la ville des Abîmes, l'occasion d'échanger, de se rencontrer et de faire connaissance, hein, tout simplement. Regardez. Très bonne chose, ça permet déjà de se connaître, ça permet de connaître la feuille de route pour la mandature du maire actuel. On essaie de travailler ensemble pour pouvoir avancer, mener à bien des projets d'aménagement justement, et c'est quelque chose de fondateur, c'est quelque chose qui nous permettra de pouvoir avancer, de travailler pour la ville des Abîmes. Chaque année, nous écrivons notre projet d'administration communale, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le PAC, et donc ça permet à tout un chacun de pouvoir rester dans son rôle, dans la volonté de décliner les orientations politiques en mise en œuvre administrative.
Donc, sur cela, chacun a sa feuille de route. Donc, au travers de ces différents éléments qui ressemblent à un véritable puzzle, hein, où il y a plusieurs séquences, plusieurs pôles, plusieurs types de missions, plusieurs domaines d'activité. Donc, nous mettons effectivement tout le monde en phase et que nous avons une méthodologie que nous pratiquons pour permettre à chacun d'aller vers le lieu commun qui est le développement de notre site à tous les niveaux. C'est-à-dire que nous avons rassemblé ici, il ne faut pas parler uniquement de la ville, puisque c'est les cadres, quand je parle des cadres de la collectivité, ça veut dire des différentes entités, villes, CCAS, caisse des écoles. Donc nous parlons tous du même voix, suivant l'orientation politique, suivant ce qui nous a été donné dans le projet de mandature. Il s'agit de se donner les moyens, d'aller toujours vers l'avant. Et comme je le dis souvent, l'excellence consiste, avec des moyens de plus en plus limités en termes de ressources financières, humaines et matérielles, de faire toujours mieux. Mieux, c'est ça l'excellence, toujours mieux, avec moins de ressources. Et c'est cet enjeu qui est devant nous, parce que nous sommes dans une période où les grands défis et les enjeux sont internationaux, notamment le réchauffement climatique, le défi énergétique avec la crise en Ukraine, mais le défi climatique plus généralement. Tout ceci est lié, inextricable. Donc on doit, à l'échelle communale, à l'échelle de ces établissements publics, de la police municipale également, en cohérence, en allant ensemble, vers cet objectif, faire mieux et poser les bases de notre participation à cette entreprise collective. Un reportage signé Olivier Félix. Et on enchaîne avec les jeudis de l'alternance qui se sont déplacés à Lamentin aujourd'hui. Plus d'une centaine d'offres d'emploi ont été proposées aux jeunes jusqu'à 25 ans. Pour les travailleurs handicapés, il n'y a pas de limite d'âge. Regardez. Le maire Justin Sabotier et son équipe municipale ont décidé de programmer le mois de l'insertion à Lamentin. Beaucoup de manifestations, tous les jeudis notamment, avec aujourd'hui les jeudis de l'alternance, pour les mettre en contact direct avec les centres de formation, avec les employeurs. Nous nous rendons compte que des jeunes sortis du système éducatif classique n'ont pas nécessairement pu trouver un emploi, une formation qui leur convenait. Donc nous nous sommes dit, puisque l'alternance allie la pratique et la théorie, c'était un meilleur moyen pour eux d'avoir l'expérience et la formation en même temps. Nous avons convié beaucoup de jeunes, nous avons aussi communiqué sur les nouveaux jeunes qui pourraient venir s'inscrire et nous avons beaucoup d'employeurs avec nous. Nous avons un certain nombre d'offres, 180 offres, dont 19 que dans le secteur du commerce. Nous avons 6 offres en boulangerie, de la comptabilité et nous attendons aujourd'hui des jeunes avec leur CV. Pour ceux qui voudraient modifier un peu leur CV, le cyberbus est à notre disposition. Aujourd'hui, je suis à la recherche d'une entreprise pouvant m'accueillir dans le cadre de mon BTS support à l'action managériale en alternance du coup. Je suis venu chercher un choix de peut-être licence parce que je suis titulaire de BTS pour l'instant et j'aimerais bien poursuivre ou bien d'une formation qui va dans mon domaine. C'est vraiment pas évident de trouver une entreprise, donc je trouve ça vraiment génial de pouvoir réunir tous les employeurs pour qu'on puisse un peu venir et postuler. Ça aide beaucoup parce qu'il y a des fois les jeunes ils savent pas vraiment où aller, où se situer, où chercher. Et quand ils font des manifestations comme ça, on sait que lorsqu'on vient là, on va ressortir avec quelque chose. On sait qu'on vient, mais on a quelque chose en tête, on est fixé sur certains points et on a beaucoup d'informations. Les jeunes ont changé de positionnement, maintenant il faut aller vers eux. Donc c'est pour ça qu'avec les partenaires, nous avons mis en place toutes ces manifestations en ramenant les jeunes vers nous et voilà. Il y a aussi beaucoup de jeunes qui ne se déplacent pas vers les structures qui peuvent les accompagner. Donc nous venons vers les jeunes. Et on part pour l'inauguration de la nouvelle piste et du nouveau terrain de foot de la ville du Gosier. On inaugure 2 équipements qui viennent d'être livrés à la ville. C'est le terrain de football qui est homologué pour jouer régional et jouer les matchs de la Ligue avec l'éclairage public. Et bien sûr la piste d'athlétisme qui est homologuée par la Fédération française d'athlétisme pour les compétitions internationales. Et la nomination de la tribune qui va dans quelques mois être faite à neuf. C'est un honneur pour nous de voir un joueur professionnel gosérien effectivement être nommé sur le terrain de football. Mais aujourd'hui, nous devons penser qu'il y a un travail qui doit se faire. Le travail qui doit se faire, c'est de mettre ce terrain-là à disposition de façon pour justement sortir d'autres joueurs. Parce que sur le Gosier, il y a 4 clubs, il y a presque 1 millier de licenciés et voire peut-être même plus sur le territoire du Gosier. Le terrain doit être utilisable par les 4 clubs. Alors maintenant, c'est vrai que la commune doit faire le nécessaire de façon à faire en sorte que les 4
club du Gosier et les autres équipes en athlétisme et dans d'autres sports puissent profiter de ce terrain-là. Une grande satisfaction d'avoir une nouvelle piste d'athlétisme parce que vous savez, ça ne court pas les rues. En Guadeloupe, nous n'avons pas beaucoup de pistes d'athlétisme homologuées. Celle-ci, celle du Gosier, a été homologuée en avril 2022. Donc c'est un nouvel outil qui a d'ailleurs été utilisé pour les Jeux de la Caraïbe dans des conditions d'urgence, des conditions particulières, dans des conditions dérogatoires, sans qu'on puisse avoir accès aux tribunes. Mais c'est un outil qui est bon, qui est merveilleux. C'est une piste qui est bien faite, en résine, polyuréthane. C'est une piste qui est rapide. C'est une piste où vous avez vu une ligne droite qu'on peut inverser, c'est-à-dire qu'en fonction du sens du vent, on peut inverser et faire les courses de façon à avoir des performances très bonnes. Par conséquent, c'est un outil qui est attendu parce que en Guadeloupe, l'athlétisme n'a pas progressé pour divers facteurs, mais parce que aussi, un des principaux facteurs, c'est qu'il y a une pénurie d'installation. Il y a plusieurs personnes du Gosier qui ont été persona non grata alors qu'elles ont un palmarès extraordinaire. Jeux olympiques, champions de France, qui ont joué en équipe de France de football, qui ont été carrément oubliés ou abandonnés. Donc il était clair que notre majorité, depuis qu'on est revenu, on a vraiment voulu redonner sens à toutes ces personnes qui ont fait quelque chose pour le Gosier. Aujourd'hui, ils ont une plaque en leur honneur. Donc depuis que vous rentrez, vous allez voir lors du protocole, il y a une plaque dès l'entrée pour Franck Sylvestre, pour M. Montou et pour les frères Théophile. Donc la pelouse, le terrain va s'appeler Franck Sylvestre, la piste va s'appeler Christian Montou et la tribune va s'appeler les frères Théophile. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Nous sommes en vigilance orange pour forte pluie, orage, vague submersion, puisque la tempête tropicale Fiona se dirige droit sur nous. Impact prévu demain matin. Fin de l'épisode annoncé normalement dimanche matin. Donc la prudence sera de mise ce week-end. Une bonne soirée à vous. Bisous, bisous tout le monde. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le jeudi anthropologie avec notre expert des humanités classiques africaines, Nusere Kalala Omotunde. Ce sera juste après la coupure pub. Et avant ça, je dis bonsoir à Matt Trinity, à Annie Curier, à Maggie Martol, à Maggie Delaney. Bonsoir à Rulé Steve. Bonsoir à Joël Bazit, au général Franck Abar, à Marie-Lou. Bonsoir à Marie-Hélène Borès, à Joyce Gabo, à Kitoun Cyprien, à Dany Morvani, à Wilma Blondeau. Bonsoir également à Dany. Bonsoir à Tizod, bonsoir à Jimmy Kamagouva Aliar, à SRK Sout Rebelle, bonsoir à Mouton Lucide, bonsoir à qui d'autre, à Katia Gloiras, bonsoir, la team des infos est là, Patricia Jacquet-Crétide, bonsoir à qui d'autre, à Perle de Karukira, Marie-Lou. Ce sera tout pour ce soir, on a un petit peu de retard, on se retrouve après la pub avec Kalala.